De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Rémi Lepria, médecin, et de nos éditorialistes Gracien Roukindikiza et Lucien Pambou. Tout de suite, le dossier du jour. Tout au long de cette semaine, nous avons évoqué les problématiques qui ont été soulevées et mises en lumière par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, faiblesse des infrastructures de santé, manque d'investissement public ou encore retard dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, focus sur un aspect qui fait également défaut, le personnel médical. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadjaï, de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Noumbé. La formation des médecins, un défi permanent pour l'Afrique. Former le personnel de santé de demain est l'assurance pour les autorités à moyen et long terme de développer son système sanitaire. En 1916 fut créée l'École africaine de médecine et de pharmacie de Dakar. Sa mission à l'origine, former les médecins indigènes et des pharmaciens assistants. Elle forma jusqu'en 1953 581 médecins et 87 pharmaciens. Parmi les célébrités formées dans cette école, l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, sorti major de la promotion de 1925. Dans les années 50, les premières facultés de médecine et de pharmacie voient le jour sur le continent, remplaçant ainsi les anciennes écoles coloniales. L'objectif d'alors est d'insuffler aux étudiants l'esprit de la médecine scientifique et d'allier théorie et pratique. Plus de 50 ans après les indépendances, comment le système d'enseignement de la médecine a progressé sur le continent? Quels sont les défis auxquels sont confrontés les gouvernements pour assurer un plateau technique de qualité aussi bien dans les zones urbaines que rurales? Aujourd'hui, il y a au moins une faculté de médecine dans la quasi-totalité des pays africains. Le Cameroun, par exemple, en compte 6, 2 privés et 4 logés dans les universités d'État. On y accède par concours et depuis 2013, le ministère de l'Enseignement supérieur a instauré un concours national, encore appelé Examen national d'aptitude à la formation médicale. Le ministre de l'Enseignement supérieur détermine le nombre de places qui sont mises en jeu au concours. Là, on sait qu'en médecine, il y a 500 places, en odontostomatologie, il y a 150 places et en pharmacie, 150 places. Et ces places sont donc réparties entre les différents établissements agréés, c'est-à-dire 4 facultés d'État et 2 facultés privées. Si certains pays comme le Cameroun, c'est par un concours que les étudiants peuvent être admis dans la faculté de médecine. Tel n'est pas le cas au pays de la Teranga. Au Sénégal, il n'y a pas de concours pour entrer à la faculté de médecine. Les étudiants sont orientés en fonction de leurs notes et de leurs moyens. Il est évident que ce sont les étudiants les plus excellents qui sont orientés en faculté de médecine. Maintenant, à partir de la première année, chaque année il y a des examens et ceux qui remplissent les conditions de passage en année supérieure passent en année supérieure, sinon ils reprennent leur classe ou bien parfois des modules qu'ils ont tout simplement ratés. Chaque année, la faculté de médecine de Dakar reçoit plus de 500 étudiants pour une formation. D'ailleurs, cette formation en médecine dure 7 ans et se déroule en plusieurs phases. C'est une formation en premier lieu universitaire, disons à l'université. Ensuite, il y a aussi la formation post-universitaire, c'est-à-dire qu'on fait actuellement ici à l'hôpital. Les premières années à l'université, c'est environ 7 ans au maximum, c'est-à-dire on fait 6 ans à la fac où on a des modules concernant chaque spécialité médicale. Et à partir de la 7e année, il y a un stage clinique à faire qui dure au minimum 8 mois dans des hôpitaux de Dakar. Et aussi il y a un stage rural de 4 mois à faire dans une des régions du Sénégal. Il y a la qualité quand même, mais il y a des choses aussi à améliorer. À la fac, il y a quand même un certain nombre d'étudiants, un nombre assez important d'étudiants. Donc si on pouvait avoir d'autres facultés, comme ça réduirait un peu l'effectif au niveau de la faculté de Dakar. Effectif pléthorique, déficit en professeurs, manque de moyens. Telles sont les quelques difficultés que rencontrent les étudiants en faculté de médecine. À cela s'ajoute la pratique qui reste un défi majeur. La formation médicale ne peut pas reposer uniquement sur la formation théorique. Il faut relever le plateau technique des hôpitaux. Il faut mettre les malades dans de bonnes conditions.
il faut que les malades puissent être traités selon les meilleurs standards au monde. Parce que si nous enseignons aux étudiants à l'université, voilà ce qu'il faut faire devant telle pathologie, et qu'à l'hôpital, qu'ils ne trouvent pas ces moyens-là pour faire ce qu'on leur a enseigné, il y a discordance et ils se perdent. Ils vont retenir peut-être ce qu'ils ont appris en pratique et non ce qu'ils ont appris en théorie. Parce que c'est la pratique qui reste. Donc il faut relever le plateau technique pour que la formation à l'hôpital, le stage soit en adéquation avec la formation théorique qui a été reçue. Le manque de moyens est une réalité dans de nombreux pays africains, mais grâce aux partenariats noués ci et là, des solutions alternatives sont possibles. Par exemple, l'envoi des étudiants en stage dans certains pays développés en la matière. Mais au-delà de la formation, l'installation après leurs études de nouveaux médecins et leur répartition géographique à l'intérieur des pays pose aussi quelques problèmes. Si tous les médecins qu'il y a au Cameroun étaient équitablement répartis sur l'ensemble du territoire national, on aurait moins de problèmes. Mais si vous voyez la répartition des médecins, je pense au moins 70% sont concentrés à Douala et Yaoundé et aux alentours. Alors que l'immense majorité des régions, des zones rurales est quelque peu délaissée. Malgré ces multitudes de difficultés que rencontrent ces étudiants en médecine, l'avenir est tout de même prometteur. Les étudiants s'intéressent de plus en plus à la médecine. Moi, je peux dire que ces étudiants rassurent, malgré les mauvaises ou les difficiles conditions dans lesquelles ils vivent. Si je prends l'exemple des étudiants en 4e année de médecine, ils font très sérieusement leur stage. Ils restent au-delà des heures durant lesquelles ils doivent rester à l'hôpital. Quand ils doivent préparer leur présentation de malades dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils passent la nuit ou des nuits à l'hôpital. Ce sont des étudiants parfois qui se cotisent pour payer des examens paracliniques pour des malades démunis ou tout simplement pour payer les médicaments de ces patients. Ce que je vois, ce sont des jeunes extrêmement motivés malgré les difficiles conditions de travail. Ces étudiants, certes motivés pour satisfaire la demande sanitaire des populations, mais les moyens font défaut. C'est ainsi que plusieurs facultés de médecine en Afrique s'orientent de plus en plus vers la télémédecine pour faire face au surnombre d'étudiants, mais aussi dans un souci d'amélioration de la qualité et de lutter contre les déserts médicaux. Autre avantage de cette formule, la personnalisation des enseignements, la pédagogie pouvant s'adapter aux besoins des étudiants africains. Monsieur Leprière, vous êtes médecin. Quel regard portez-vous sur les formations en médecine en Afrique? Les formations de médecine en Afrique, moi-même je suis un produit de l'Afrique. J'ai été formé en Afrique. Je fais la médecine générale, mon cursus de médecine générale en Afrique, en République démocratique du Congo, à l'université de Kinshasa, dans les années 90. Donc on va dire environ 30 ans après l'indépendance, au moment où la situation en Afrique commençait à se détériorer. Je suis venu travailler en France et aujourd'hui je suis médecin en France, inscrit au Conseil de l'Ordre. Je fais mon travail, je suis médecin libéral, anesthésiste libéral. La France m'a formé certes pour la spécialisation, mais ma formation de médecin, je l'ai acquise en Afrique. Donc, c'est dire que la formation en Afrique, elle n'est pas mauvaise. Voilà. Donc, on ne m'a pas appris comment examiner un malade en France. Ce sont mes professeurs africains, congolais et autres, d'ailleurs, qui m'ont appris comment faire une démarche diagnostique. Voilà. Alors, comprenez-vous les critiques qui sont émises aujourd'hui par rapport au personnel médical africain qui ne serait pas assez qualifié? On l'entend souvent en ce moment par rapport à l'épidémie d'Ebola. Oui, je comprends. Je comprends. Comme tout à l'heure, hors antenne, il y avait une discussion où votre éditorialiste a dit que le problème en Afrique, c'est la faiblesse de moyens. Vous savez, pour former un médecin, ça coûte extrêmement cher. Les études de médecine sont les études les plus longues, parmi les plus longues. Pour avoir un médecin spécialiste, il faut 12 ans. Donc c'est bac plus 12. Vous faites 7 années de médecine, comme on a vu dans les reportages,
plus les 5 années de spécialisation. Donc pendant les 12 ans, il faut des moyens pour les former. Il y a la formation théorique et la formation pratique qui s'est faite dans les centres hospitaliers. Mais il faut disposer d'un bon plateau technique dans les hôpitaux pour former les étudiants sur le plan pratique. La formation théorique, c'est à la faculté, donc il faut disposer des bibliothèques, il faut disposer des laboratoires pour faire cette formation. Vous apprenez l'anatomie, qui est la base même de la médecine du corps humain, l'anatomie du corps humain et la physiologie en 2e année de médecine. Il faut disposer, par exemple, de macabées, qui sont des cadavres, pour faire la dissection, pour bien comprendre le corps humain. Vous rejoignez l'avis qui a été dit dans le reportage, comme quoi c'est la formation pratique, c'est l'aspect formation pratique qui fait aujourd'hui défaut. L'aspect formation pratique, c'est vrai qu'à 70%, elle fait défaut, mais il y a aussi la formation théorique. Il faut des améliorations, parce que nos professeurs africains sont souvent formés ici en Europe ou en Amérique. Ils rentrent au pays quand ils sont encore jeunes professeurs. Ils ont bénéficié de toute la logistique de formation ici. Mais la formation continue en Afrique ne suit pas. Ces professeurs manquent de moyens pour sortir du pays, pour aller voir dans les conférences, dans les grands congrès, qu'est-ce qui se dit, quelles sont les évolutions qui sont d'actualité. Donc, ils sont restés en Afrique et ils ont parfois du mal à obtenir un visa, même ceux qui sont volontaires, pour aller assister dans les grands congrès où on parle de l'actualité, où on se forme. Donc, ces professeurs qui forment les élèves, eux-mêmes, leur formation continue fait défaut. Ça, c'est déjà un grand problème. Merci, M. Lepria. On va essayer de prendre d'autres avis. Gratien, comme le dit M. Rémy Lepria, c'est vraiment un manque de moyens qui est aujourd'hui la difficulté dans la formation des médecins en Afrique. Oui, il y a un manque de moyens. On voit bien qu'ils sont bien formés au niveau de l'université. Il y a de très bons professeurs de médecine depuis pratiquement les indépendances. On a vu des formations qui étaient d'ailleurs, même les chefs d'État, les ministres étaient soignés en Afrique. Ce n'est que maintenant qu'ils sont plus soignés en Afrique, comme si vraiment ils ont fait exprès que le système se dégrade au niveau de la formation. Oui, ils n'aient pas confiance dans leurs médecins. Mais on voit, l'université forme très bien. Il y a un problème qui s'oppose. Les élèves, les étudiants vont se faire former au niveau pratique dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux publics, lesquels hôpitaux publics abandonnés, presque abandonnés par les États, où les médecins sont pratiquement à mi-temps dans les hôpitaux, l'autre mi-temps dans les cabinets privés, ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup plus de temps pour les hôpitaux privés. Par ce manque de moyens, ce soutien aux hôpitaux, c'est-à-dire que les étudiants se retrouvent au niveau de la pratique, dans un secteur démuni, ils n'ont pas beaucoup de choses, beaucoup d'outils, ce qui fait que la formation théorique n'est pas vraiment concrétisée par une bonne formation pratique. On voit bien même les étudiants qui acceptent de payer les frais, les honoraires des malades pour au moins qu'ils gardent leurs malades, au lieu de garder, d'avoir dans des chambres, des chambres vides parce qu'ils sont partis. On suit un malade, le malade n'arrive pas à payer, il rentre alors que l'étudiant n'a pas terminé son travail. Lui-même, il accepte de payer. On voit vraiment qu'il y a un certain patriotisme des étudiants, mais qu'on ne remarque pas beaucoup au niveau des dirigeants. Lucie, un patriotisme certes, mais ce manque de formation pratique pousse certains à aller achever leur formation ailleurs, dans les pays développés. On estime à 20 000 le nombre de professionnels de santé chaque année qui vont en Europe ou en Amérique du Nord pour poursuivre leur formation et exercer. Comment on peut enrayer ce phénomène de fuite des cerveaux ? Fanny, j'allais dire que Ebola, c'est notre malheur, mais aussi notre bonheur. Notre malheur, parce qu'il y a, effectivement, il faut s'incliner derrière, il faut s'incliner bien entendu sur les morts, hein, les 3000 morts, et à venir. C'est notre malheur, notre bonheur, parce qu'il y a eu un focus sur le système de santé dans la plupart des pays africains. Vous mettez l'accent sur ces praticiens qui partent et quelquefois qui ne reviennent pas. Mais pourquoi c'est ainsi ?
Parce que souvent, la santé, qui devrait être considérée comme un bien collectif nécessaire, non seulement pour le soin des populations, pour qu'elles soient en bonne santé, en hygiène et qu'elles travaillent bien pour le développement, est considérée en effet comme un élément marginal. À cet élément marginal, il y a eu aussi, et là je m'adresse aux spécialistes, aux économistes qui pensent qu'on peut tout marchandiser, on peut tout ouvrir, on peut tout libéraliser. Il y a eu les pratiques de marché qui sont rentrées dans l'hôpital, où les gens ont fait la différence en se disant « mais finalement la santé publique ne rapporte plus tellement, consacrons-nous d'abord à, j'allais dire, la santé privée individualisée ». Bien, une fois qu'on a opéré cette césure, on peut comprendre en effet que les conditions d'exercice soient difficiles. Pourquoi? Il ne s'agit pas ici d'excuser les gens qui ne rentrent pas, mais d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que d'abord, il n'y a pas une prise de conscience globale, collective, de que la santé est un bien public, que la santé doit permettre en effet aux populations d'être soignées et aux pays de se mettre sur le sentier du développement et de la croissance. Nos responsables politiques font de la santé un élément simplement de déclaration. Quand vous allez dans la plupart des pays africains, eh ben, les hôpitaux laissés par les colons sont considérés quasiment comme des mouroirs. Aujourd'hui, vous voyez dans certains hôpitaux, alors de temps en temps, on rafraîchit quelques bâtiments, bien entendu, mais les éléments n'y sont pas. Alors, le professeur et puis M. Priat mettaient l'accent sur la nécessité de renforcer l'aspect théorique et l'aspect technique, mais on voit très bien que pour les pays africains, la santé n'est pas un bien collectif. C'est pas très grave si on n'atteint pas les objectifs du millénaire. On se soigne comme on peut, mais néanmoins avec le fameux concept de l'émergence, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent, il y a des nouvelles maladies qu'il faudra soigner, et que si les pays africains ne mettent pas l'accent, ne mettent pas les budgets nécessaires, il ne faudra pas s'étonner que l'on soit encore et encore colonisé. Est-ce que la colonisation a disparu? Je ne le crois pas. Gratien, oui. Oui, juste pour réagir, ou dans le même sens, c'est les médecins qui ne rentrent pas, on ne va pas les culpabiliser. Souvent, il y a des incohérences au niveau de certains États. On envoie des étudiants ici se spécialiser, par exemple, un pays qui envoie se spécialiser à des étudiants qui sont pour, par exemple, les IRM, alors que dans le pays, ils n'en disposent pas. Il y a des techniques, des spécialités pour lesquelles les mêmes médecins qui viennent de terminer ici sont inopérants dans le pays, alors qu'ici, ils sont dans la nécessité. On les cherche. Donc, c'est vraiment essayer de voir est-ce qu'il y a une corrélance, une certaine corrélation entre les étudiants, les spécialités et les équipements qu'on a dans le pays. Monsieur Le Priat, vous avez certainement un avis sur cette fuite des cerveaux? Oui, sur cette fuite des cerveaux, moi-même, j'en suis un exemple. Je suis là. Ce n'est pas que les médecins africains, parce que là, nous parlons de l'Afrique, qui exercent dans les pays développés, ne veulent pas rentrer dans leur pays. Nous avons la volonté. On est toujours mieux chez soi. Voilà. Mais le problème, comme l'a bien soulevé votre éditorialiste, c'est que, je prends mon exemple. J'ai pratiqué en France, ça va faire bientôt 25 ans. Donc j'ai appris à exercer la médecine avec des moyens. Quand je reçois un malade, je suis médecin urgentiste aussi. Je reçois un malade, donc il me faut un plateau technique pour avancer dans le diagnostic. J'ai perdu le repère de travailler sans moyens. Il faut dire les choses comme elles sont. J'ai perdu, je ne peux pas travailler sans moyens. Là, nous sommes sur le plateau, je suis réanimateur, vous tombez là, je vais décrocher mon téléphone, j'appelle le SAMU avant de vous toucher, parce qu'il faut des moyens. La médecine, c'est fait avec un plateau technique. Et vous pouvez rentrer au pays, ce n'est pas toujours un problème de salaire, ce n'est pas toujours ça. Pour nous qui avons exercé ici pendant des années, et nous avons même des collègues, des confrères plus âgés que nous, qui veulent rentrer au pays, finir leur carrière au pays, mais ils se disent, je vais aller travailler là-bas avec quel plateau technique. Voilà, je suis chirurgien viscéral,
je pratique la cœlioscopie. Vous arrivez dans un hôpital où quand bien même il peut y avoir une colonne de cœlioscopie, mais vous n'avez pas les CO2 qu'il faut pour faire tourner. Vous allez rester là et puis finalement, vous savez, en médecine, quand vous ne pratiquez pas, vous perdez votre science, vous perdez la main, comme on dit couramment, et puis voilà. Donc c'est ça d'abord. Si les hôpitaux sont réhabilités et équipés, je pense qu'il y aura déjà un mouvement de retour vers le pays. On a le souci, après 20 ans d'exercice, de former. C'est aussi un plaisir de former les jeunes. Voilà. Mais il faut avoir les moyens pour les former. Merci, monsieur le Président. On va terminer là-dessus. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. C'était ce 10 octobre, la journée mondiale contre la peine de mort. En Afrique, l'abolition a progressé. Certains États qui ne l'ont pas abolie ont dans les faits cessé de l'appliquer, mais des résistances demeurent. En 2013, au moins 19 États africains ont prononcé des condamnations à mort. Et la sécurité alimentaire était mercredi au cœur d'une rencontre à Nouakchott en Mauritanie, une initiative des organisations de la société civile. Il était question d'un état des lieux des programmes mis en place par le gouvernement. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.